Bonjour tout le monde. Tic, 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 tic. Frid, Samy, Chanel Tergi, Fares, Salah, Idir, Michel, ATP, White. Allez, voilà. Pim, 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 invite. Salut, bien David. Salut, salut. Bonjour la compagnie. Salut Kada. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bon, j'ai partagé. Salut HS. Bonjour. Bon, pour vous rappeler que tous les lives sont versés dans mon compte. Un beau petit donc oui. Oui, Chanel. Le compte YouTube. Le même titre. Parlons aviation. Voilà. Ceux qui veulent revoir les lives, ils pourront accéder. Nos problèmes. Sarah Paris, Paprika, IT. Le TU 204, Alger. Ouais, ben c'est bien. Tu l'as pas pris comme d'habitude. Tu n'as pas fait du sport, du shooting. Les vidéos sur une d'avion couvert de duct tape, filmé pas. Oui. Ouais. Ben c'est bien. Farid. Salut. Salut Farid. Bonjour, bonjour tout le monde. Tac. Ça va, alhamdoulilah. C'est bien. Comme d'hab. Dab. Comme d'hab, comme d'hab. Exactement. J'ai fait une vidéo de à partir de 400. Tu as fait une vidéo de 400 mètres, Kada. Eh ben, tu l'as publié. Tu es un peu enrhumé, Farid, non? Non, c'est pas moi qui. J'ai coupé le micro. Comment vous avez pu m'entendre? J'ai coupé le micro. Juste avant. Juste avant, il y avait comme un air Non, de non, je suis un peu. Ouais, je allergique suis ou un peu d'accord. enroué, c'est vrai, je suis un peu enroué. C'est la cigarette, c'est la cigarette. C'est rien, c'est C'est la bon la cigarette. cigarette. C'est pas de la promotion. Oui, bien sûr, quand on en fume 3 paquets par jour. Bon, c'est pas mon cas, hein. Oui, c'est presque bon quand même, mais c'est pas grave. Les pilotes sont toujours à l'heure. Moi, je suis toujours à l'heure. Les pilotes, je sais pas, je parle pas pour les autres, je parle pour moi, je suis toujours à l'heure. Et quand je peux pas, même H-1 minute, je dis je peux pas. C'est le rendez-vous, c'est la correction des rois. Bon, j'en suis pas un, mais quand même, j'en suis pas loin. La cigarette, il faut l'arrêter, monsieur. Mira Belmati, les cancers sont les mauvais payeurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À mon âge, arrêter, c'est déglinguer tout mon corps. Ça, c'est la vie d'Ectadrelle, la vie de Cornelius, pneumologue. Bon, ben, chacun fait comme il veut, hein. Merci du conseil, mais ma gueule, Allah, il vaut mieux mourir de quelque chose. Au plaisir. Salut, Néa Kateb. Attends, je vais faire un truc. Parce que des fois, JB reçoit pas la notification. Donc je vais passer. J'étais obligé de lui partager sur WhatsApp. Salut, Rahel.
Je ne saurais te dire, Chanel, je vais regarder et te dire. Je préfère ne pas dire de d'ânerie, tu vois. Autant de duck, je ne saurais te dire. Salut Wassim. J'étais, Naira Katem, j'étais chez Algérie, je suis à la retraite. Maintenant, je pilote TikTok. Salut Radouj. Plus difficile à piloter d'ailleurs. Non. Non, pas spécialement. TikTok, non. Il suffit d'avoir un bon groupe comme ça, un truc et tout, c'est tout. Hein. C'est pas. L'avantage, c'est que quand tu en as marre, tu arrêtes et tu dis, tu t'excuses au côté. Ouais, Salut Barigou. exactement. Exactement. Barigou. Salut mon grand, ça va? Ça va et toi? Bonjour, Beligo. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour, salut Félix. Bonjour. Salut, salut. Voilà, là j'ai arrosé hier. Ah, c'est bien. Ici, il pleut. Il pleut chez vous? Ouais, non, je suis pas à Alicante, je suis à Palma, pour chez un ami. Et il pleut. Il y avait un beau grain, il pleut encore. Ah, Vous d'accord. pouvez arroser avant maintenant, hein, Beligo. Hein. Maintenant, il fait pas très chaud. En général, on arrose le soir parce que bon, il y a l'évaporation dans la journée. Mais maintenant, si vous avez le temps dans la journée, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que non, j'ai fait hier. Il fait moins chaud maintenant. Ça fait 3 jours, c'est bon. Attends, je réponds à Mais votre Zoé. il y a du vent. Attends, pardon. Zoé BZM. Donc donc c'est JB, c'est pas GB. Pour les vidéos de JB, tu rentres dans son profil, JB Mourad, mais il faudrait que tu lui fasses un follow, parce qu'il l'a mis en ami, donc tu peux pas accéder si tu fais follow pas. Tu follow et tu vas avoir toutes ces vidéos, tu peux consulter. Et en plus, tous les lives qu'on passe sont reversés sur ma chaîne YouTube, Nordel Kebir, Parlons Aviation. Donc tu vas trouver tous les lives qu'on a fait avec JB, avec Mourad, avec Farid, avec Tour, avec tout le monde, que tu peux revoir à tête reposée si tu en as envie, bien sûr. Neira Kater, vous étiez qualifié sur Airbus? Oui, sur Airbus. Mais j'ai terminé sur Airbus 330. Avant, c'était les autres avions, mais le dernier avion que j'ai fait, c'était l'Airbus 330, avant de partir à la retraite. Tu as des notions du duct tape, Beligo? 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 Ça concerne l'aviation, duct tape, je sais pas, non? Oui, il y a Chanel qui avait pris une vidéo, elle avait vu une vidéo sur le duct, pas duct tape. Le duck under, oui. Le duck under. Ouais. Je sais ce que c'est, mais le duct tape, j'ai jamais entendu parler. Vas-y, tu peux nous dire un peu sur le duct under, parce que... Le duck under, c'est quand tu es en approche et tu veux passer sous le glide. Ah, d'accord, donc le Pour, duct voilà, pour atterrir, faire le threshold à la piste. under. Au cas où tu es dans un aéroport de catégorie C, comme Katmandou, ou la Sanaa, ou les Seychelles, ou là, c'est des terrains un peu durs. Hein. Je les ai fait moi, c'est pas du gâteau. Enfin, c'est le duck under. Mais le duct tape, je sais pas. Pâte noire sur des ailes. Tu parles peut-être des pastilles qu'on voit comme ça noires. J'arrive pas à voir ce que tu veux. C'est-à-dire, est-ce que c'est des indications ou c'est extérieur à l'avion ou là c'est fait par l'être humain ou là c'est fait par la nature ou là c'est ce que j'arrive pas à voir. Si tu parles des indications il y a des indications, c'est vrai, des petites flèches, des points sur le truc. Il y a des points, par exemple pour t'as des réservoirs de carburant extérieurs mis par l'employé. Donc, oui, mais quoi? J'arrive pas à voir ce que c'est. Franchement, j'arrive pas. Désolé. Parce qu'il y a tellement de choses sur l'aile.
Tu as des indications, tu as même un crochet sur les 37. Par exemple, tu as un petit crochet que vous voyez de loin et vous savez pas ce que c'est. C'est quand, sur l'aile, quand par exemple il y a une évacuation par les ailes, par l'issue de secours, le gars, le premier qui sort, il prend une languette, c'est un espèce de cordon, et il va au courant, il l'accroche là-bas pour que les gens, quand ils sortent, quand ils font un ditching, et donc ils passent, et ils veulent sortir par les issues de secours, ils passeront sur, ils tiendront sur la corde hélique. Bon, tu me l'enverras, Je pense, oui. je pense que, parce que j'ai fait une petite recherche là de duct tape, c'est un ruban adhésif. Ah, donc c'est des C'est peut-être réparations. ce qu'on appelle, Ça, c'est quand des je vois réparations, ça doit être ça, parce que le duct tape, c'est un gros ruban adhésif. Vous voyez ce que je veux c'est des trucs en aluminium. C'est réparation de, quand il y a des impacts ou là, il y a une réparation de dernière minute qui se fait pour au moins faire rentrer l'avion à la base. Ça se fait. Ça peut se mettre sur les LED, ça peut se mettre sur le côté. Mais ça, ça se met pas comme ça. C'est le mécanicien qui peut le faire ou bien avec un chaudronnier. Ce qu'on appelle les chaudronniers. C'est des réparations. Ça, c'est pas fait comme ça. C'est l'espèce d'aluminium. D'ailleurs, c'est des trucs. Et il peut y en avoir plusieurs, mais il y a des normes à respecter. Il ne faut pas que ça dépasse. Enfin, il y a des normes à respecter pour faire des réparations dans ce style. Oui, ça existe, ça. D'ailleurs, duct tape, d'ailleurs, c'est une marque déposée, mais bon, c'est rentré dans le langage commun, comme on dit sparadrap, c'est une marque, mais on le J'arrivais dit pas, couramment maintenant, vous voyez ce que je veux dire? j'arrivais pas à percuter ce que je pensais que c'était un truc qu'elle avait vu dans une vidéo, mais en fait, elle a dû voir une vidéo de réparation des gars du sol concernant un avion qui a dû être touché par exemple, par tu sais, tu peux te toucher par l'escabeau, par n'importe quoi. Il y a une petite cabosse. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les trucs? Si, par exemple, il y a des petits trous là, ils peuvent mettre le ruban adhésif EDEC, l'aluminium, mais avec des normes, bien sûr, c'est normalisé. Et l'avion rentrera sans problème, hein, et il supportera sans problème. Parce que ça ne percute pas, si tu veux, la pression intérieure de l'avion. Donc c'est juste extérieur le temps qu'il répare à la base. Et la spécialité de mon bac pour pouvoir pratiquer ce métier. Pratiquer, tu veux dire pratiquer en tant que pilote en compagnie. Oui, en tant que pilote, il te faut bac scientifique. Ça dépend des compagnies, hein. Il y en a qui te demandent bac normal plus 2 années de sciences exactes, enfin de scientifique. Mais ça dépend de la compagnie encore, hein. Total. C'est Nadir, voilà, highly speed tape only for dispatch. Ok, Nadir va monter nous en parler de ça. Nadir, il est ingénieur en mécanique, aéronautique, donc s'il veut nous en dire plus, il pourra. Highly speed tape only for dispatch. Donc voilà, quand il y a un dispatch, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour le temps de rallier la base, de revenir à la base de cet avion pour des réparations plus approfondies. C'est en quelque sorte un colmatage pour faire entrer Voilà, l'avion dans la home base. voilà, c'est ça. C'est ce que. Donc finalement, on n'a pas vu faux. Yanis Abriz, parlez-nous des turbulences SVP. On en a tellement parlé. Yanis, il y a plusieurs genres de turbulences. Turbulences à l'intérieur des nuages. Turbulences en ciel clair, ce qu'on appelle la CAT, la Clear Air Turbulence. Si tu as la phobie, je te conseille une seule chose. En cas de turbulence, vous allez entendre les PNC qui vont vous le dire. Peut-être même le commandant qui va passer un message. Ceinture attachée, ne pas bouger et laisser passer. Et ça va passer. Jamais une turbulence n'a fait tomber un avion. Ce qui arrive dans les turbulences, c'est que les passagers eux-mêmes, quand ils se déplacent ou là, ils se font mal. Donc, jamais une turbulence n'a fait tomber un avion. Maintenant, il peut y avoir du wind chill. S'ils arrivent devant, ça c'est autre chose. C'est proximité sol, ça.
Mais c'est aussi gérable par les pilotes. Donc, et en cas de turbulence, le pilote lui-même, tennis, c'est désagréable pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ou diminuer la vitesse en fonction de ce qu'il a comme vitesse de turbulence, ou chercher des niveaux adéquats pour escape et tout ça, pour sortir en fonction des informations données par les contrôleurs ou bien par des pilotes, ce qu'on appelle pilot report. Turbulence dans un CV, dans un CV, d'abord, ce sera plus une turbulence. Quand tu rentres dans un CV, ce sera une désintégration parce que c'est rare où un avion rentre dans un CV très actif et qui peut s'en sortir indemne. Et c'est pour ça qu'il y a des méthodes d'évitement. Il faut éviter ces nuages le maximum possible. Donc c'est déjà à 40 nautiques. Quand il se voit sur un radar, il faut l'éviter. Parce que rentrer dedans, c'est aller vers l'aventure, quoi. On peut y rentrer dans un CB, on n'est pas sûr d'en sortir. J'ai bien fait l'école buissonnière aujourd'hui. Il a dit à demain hier. Khalid. Il nous a dit à demain. Oui, il nous a dit à demain, oui, absolument. D'ailleurs, il avait même relevé, vous disiez que c'était pour jeudi, c'est lui qui a relevé, qui était et qui vous a dit que c'était pour aujourd'hui. Ah, c'est moi qui m'étais planté, mais finalement, je pense qu'il a pris au mot et. Ah non, je pense pas, je pense qu'il va rentrer. Ben, du coup, tu as fait des trucs pour l'école, c'est bon? Tu as vu avec le gars, il a opté? J'ai transmis le message, hein, maintenant c'est à lui de passer. Normalement, il va le faire. Mais j'ai pas de nouvelles. Ok. Et comment ça marche à Doha? Notre ami. Tu parles de la formation. Non, je parle de Rouget 2. À Rouget 2, il est Captain 777. Il est passé à gauche, là. Normalement. C'est bien. Ça va. Il m'a pas appelé, ça fait longtemps. Je sais pas ce qu'il veut. Il travaille beaucoup. Mais là, il est en congé, hein. Je crois qu'il est en congé. Je vais l'appeler tout à l'heure pour voir. Oui. Ben, tu as vu, Salim, il nous disait que. C'est normal, hein, c'est ça. C'est une compagnie qui est à côté de ses sous, qui travaille et c'est comme ça que ça marche. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Des fois, tu sais, ils font le tour du monde. Hein. Oui, je sais. Il est arrivé de faire Doha, Osaka, ouais. Osaka, LA. LA, à Belgique, je ne sais plus quel terrain. Et de là-bas, à Doha. Ouais, facilement. Un paquet d'heures, hein, 50 heures, je crois. Et ils font beaucoup de cargo aussi, on dit ça. Ils ont beaucoup travaillé cargo quand il y avait le Covid. C'est vrai. Il y a eu l'embargo le Qatar par les pays du Golfe. Ouais. Et il fallait qu'ils soient indépendants pour ce qui est de la bouffe et tout. Ils ont créé un pont aérien. Ils ont ramené des vaches laitières de Sao Paulo, de Panama, de Mexico, de Dallas. 45 000 vaches. Cargo 777. Cargo, il a beaucoup bossé. Salut Jalal, j'arrive pas, à chaque fois que je t'envoie un message, ça veut pas rentrer. Je réponds à ta salutation. Salut. C'est ça, Liège, oui, Liège, Belgique, c'est ça. Qada, Ojikra, il était courant, là, apparemment. Ouais, j'ai cherché la ville, Liège, exactement. راه يتبع هذا تبعوها.
Les vaches en cargo, c'est pas problématique par rapport au CG, justement, le mouvement de Non, bétail, Al- non? Allah, il se comporte, je vais dire une connerie, ils se comportent, ils sont très, très disciplinés. Ils m'ont envoyé des vidéos, je te jure, c'est des caissons. ouais, ouais. Ils mettent 4 ولا 5 ولا قاعدين عاقلين ويصور فيهم ويشوفوا. Donc, bon, je préfère ne rien dire. Non, non, c'est vrai. Bah, rentre fallait, tu vas voir que c'est vraiment bien fait. Transport d'animaux, c'est vraiment bien fait. C'est pas Bakri. Bakri, oui, il y avait des noms, des alouides, quand il y avait les cargos, les Delta aussi. Bon. Mais là, tu sais, il y avait même les transports de chevaux pour les courses, ces trucs et tout. Les transports partout dans le monde, hein. Et c'est des caissons, c'est des conteneurs, aménagés pour l'alimentaire, la patate. Prise en charge pendant le vol, ils ont leur truc, leur bouffe, leur eau. Il n'y a pas d'hôtesse pour les serviettes, ça c'est clair. Mais ils arrivent à très bon port. Ils sont suivis au niveau clim, truc et tout. Et à l'arrivée, ils sont pris en charge par les vétérinaires tout de suite et ça se passe très très bien, hein. Ah, c'est tout un, mais c'est un art, hein. C'est un art pour. Non, oui, il y a de limitation d'heures. Il y a ces 900 heures par an. 90 heures, je pense, par mois, contre 80 et 90 heures par mois max. C'est des compagnies. Et bon, par semaine et tout, bon, il suffit pas de diviser, mais de faire en fonction des amplitudes. C'est tout un calcul d'amplitude, de repos, de période et tout et tout. Mais les 900 heures, je parle des compagnies de premier niveau, c'est-à-dire de 5 stars, hein, je pense, Qataria, Emirates et tout. Bon, après, ça dépend des compagnies. Il y en a des compagnies qui ne travaillent pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un grand essaimage au niveau des lignes. Donc, voilà, l'enveloppe horaire est moindre. Et voilà. La réglementation est un truc, les exigences de la compagnie, c'en est une autre. Oui, je suis d'accord. Mais la réglementation fixe, le gars peut aller jusqu'à 900 heures par an. Ensuite, la compagnie peut faire en fonction des syndicats, si elle a un syndicat, si ceci, si cela, si cela, bien sûr. Bah, de toute façon, tout dépend de la communication entre les représentants syndicaux et la direction générale. Enfin, la direction et le CIO, celui qui commande. Voilà. Mais Est-ce que bon. vous avez eu l'opportunité, bon, vous deux, est-ce que vous avez eu l'opportunité, sous condition bien sûr que le trafic était opportun, de faire une orthodomie pure? Ben, l'orthodomie pure, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'orthodomie pure. Oui. Parce que bon, quand vous regardez la vidéo du Capitaine Vialin, il parle d'une orthodomie d'Alger à Montréal. Donc, suivre le trajet orthodromique de manière parfaite. Mais que c'était impossible vu le trafic aérien, etc., etc. On s'en décalait de temps en temps puisque bon, c'était par rapport justement à ce trafic-là. Alors, pour traverser, c'est Eurocontrol qui gère ça. Et de l'autre côté, enfin, tu as Eurocontrol, Shanwick et Gander. Et en bas, tu as New York et tu as Santa Maria du côté portugais, quoi, du coup. Donc, quand tu as une route, ils vont essayer, le dispatcher, celui qui te prépare le vol, va essayer de te donner la meilleure route possible, en fonction bien sûr du trafic et de la turbulence surtout. Bon, ils ont des TMC, ils ont des situations météo sur l'Atlantique et tout. Jamais tu n'as la route que tu veux exacte. C'est impossible de l'avoir. Même une autonomie pure, c'est-à-dire que c'est toi qui vas la tracer, il n'y a personne et tu vas y aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On préfère. Et là, personnellement, je préférais prendre des randoms. Donc, je prenais pas les tracks et que ça faisait ça. Je prenais la random. Mais la random aussi, c'est une orthodomie puisque la Terre est en ronde. Contrairement à ce que pensent les gens. Quand tu pars d'ici, tu vas faire ça. C'est plus court par rapport au track, mais au niveau trafic, tu es seul pratiquement. Et tu n'as pas le niveau que tu veux, par exemple.
C'est-à-dire, ils vont t'affiler un niveau parce que tu risques de traverser des tracks, la randomadique, et que tu pourras pas monter si, par exemple, il y a de la turbulence ou de la ceci. Donc voilà, jamais tu n'as ce que tu veux exact. Mais sinon, si tu es seul, tu peux faire ce que tu veux. Effectivement, tu peux prendre l'orthodromie sur ce qu'il appelait, j'y vais dans le jargon, l'orthodromie pure. Et est-ce que tu as vu déjà un plot, la plotting chart? Tu as la Terre et tu as les routings du jour. Et tu as donc les coordonnées et tu vois les avions pratiquement se suivre. Quand tu rentres dans Flight Radar, tu vas voir les tracks. Tu vas les voir d'ailleurs, du jour. Oui, Entre, bien sûr, bien sûr. entre le continent, le vieux continent et les States, enfin, les Amériques. Et tu vas voir comment que c'est. Flight Radar te donne une image empirique. Elle va pas te donner la plotting chart que le pilote utilise. Parce que lui, il est obligé c'est pour ça qu'on l'appelle une plotting chart, c'est qu'il doit vérifier sa position en fonction de ce que donne son mix ILS, GPS et tout, pour voir exactement s'il est sur la bonne route, qu'il n'y ait pas, par exemple, précession, qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas cela, qu'il n'y ait pas un problème. Et tu verras que c'est vraiment bien fait. Vraiment bien fait, hein. J'ai vu les routes des vols transatlantiques. Oui, ben, tu les as vues, les routes transatlantiques. Et d'ailleurs, on les appelle en truc, en lettres alphabétiques. En général, c'est A, B, C, D. Alors, quand on t'interviewe, on va vous dire, oui, track alpha, tac, 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 passer tel point à telle heure, et ce sera bon. Mais maintenant, on dit plus maintenant étoile, on dit le DTO, donc, parce qu'il y a eu des différences au niveau de, maintenant c'est la carte c'est obligatoire, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas obligatoires, maintenant c'est obligatoire, pour la communication entre en cas de problème et tout, entre le pilote et les différents contrôles. Et l'Atlantique est divisé en deux, enfin en quatre, au nord en deux, Shanwick, espace contrôle Shanwick, donc l'oul c'est Eurocontrol, Shanwick c'est l'espace qui va pratiquement jusqu'au 30 ouest. À partir de 30 ouest jusqu'à, par exemple, Gander, c'est Gander Control. En bas, c'est les États-Unis, c'est New York Control. Et par là, du côté du Portugal, c'est Santa Maria Control qui dépend du Portugal. Ouais, New York Center, oui. Un jour, à cause de la météo, ils nous ont fait faire. D'ailleurs, on avait mis, et là, on avait un petit peu empiété sur la réglementation, parce qu'au-delà de 9h30 de vol, pur, hein, c'est-à-dire, ben, je suis exagéré, à 9h30 de vol, il faut un augmented crew. Il faut qu'il y ait un troisième pilote pour suppléer au truc, au-delà de 9h30 de vol. Et ce jour-là, on avait fait 10h15. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont fait passer par Shanwick. On est passé en bas vers Gander. Ensuite, tu passes avec New York et on remonte vers Gander pour rentrer à Montréal. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des tracks en fonction de la météo du jour. C'était pratiquement la période où il allait se déclencher avec le volcan dans l'Irlande. Et bon, on l'a échappé belle puisqu'on est revenu 2 jours après. Et après une semaine, pendant la semaine, on a dit que c'était fermé, tout l'espace était fermé. Sinon, on aurait été bloqué là-bas. Le temps de roulage est-il pris en compte dans les heures de vol d'un pilote? Oui, puisque au lâcher des freins, le temps est pris. C'est-à-dire, au lâcher des freins, quand on dit l'avion commence à rouler par ses propres moyens. Donc, au lâcher des freins, le pilote comptabilise son truc. Parce qu'il se pourrait qu'il va attendre au point d'attente pendant je ne sais pas combien de temps. Et qui c'est qui va le payer pour ça, pour cette attente, par exemple? Je pense qu'il y a un autre sens à la question, me semble-t-il, hein. C'est-à-dire les heures de vol comptabilisées dans la carrière. Comptabilisées dans la carrière, parce que quand tu lâches les freins, c'est là que tu commences à travailler. Tant que les freins sont mis, que la porte est ouverte, l'avion ne t'appartient pas, il est sous l'autorité du chef d'escale. Tu es là pour attendre que tes passagers arrivent. Quand tu termines les services, tu fermes la porte, tu mets en route et tu pars. Là, tu commences à
à comptabiliser tes heures. C'est pour ça qu'on appelle ça une heure de vol. Mais l'heure de vol, ça ne veut pas dire parce que tu roules que tu n'es pas en heure de vol. C'est le vol en lui-même. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, des fois, vous allez voir sur le timing que Alger-Oran, 1 heure. Ça fait jamais 1 heure, c'est 47 minutes à peu près maximum. Mais c'est roulage, atterrissage, tout posé et tout. Un Oran à Alicante, c'est pareil. On te met 1 heure alors que tu peux le faire en 32 minutes. Mais tu as le truc, tu as le travail, tu as la checklist à faire, tu as le roulage, tu as tout ça. Donc c'est comptabilisé en heure de vol. En heure de vol. Qui est l'autorité supérieure, le pilote commandant de bord ou la TC. La TC est là pour assurer le bien-être de tout le trafic aérien. Maintenant, si la TC donne une instruction que le pilote juge, ça va l'emmener vers une situation biscornue, il va refuser. Il a le droit de refuser, après il étaye, après il explique. C'est-à-dire, le gars, il va te dire, il voulait que prenez tel cap, et tel cap va t'emmener dans un CB, par exemple. Et lui, il n'a pas le répétiteur sur son écran. Tu vas lui dire négatif. Non. Il prend tel cap. Non, c'est pas mon problème. Moi, je vais pas rentrer dans un CB pour respecter une instruction qui peut m'emmener à avoir des problèmes. D'accord, Mehedine? Voilà, JB. Salut les amis, attends, je règle l'arrière-plan. Et prends ton temps. Prends ton temps. D'accord, voilà, Mehedine. Donc, c'est pas une question d'autorité supérieure. C'est une question de bon sens. La TC te donne des instructions en fonction de ce qu'il a. Toi, en tant que pilote, enfin le pilote commandant de bord, il a une situation devant lui. Si ça va l'emmener vers un problème, eh bien, il va refuser cette instruction. Et il est dans son droit, hein, il est dans son droit. Hein. T'en fais pas, il est dans son droit. Même si le gars va lui dire, voilà, vous passez au BIA, ce qu'on appelle passer au BIA quand vous arrivez au BIO, c'est le bureau d'information aéronautique, avec votre licence. Mais il y a ce qu'on appelle un ASR. Il faut remplir un truc, faire un rapport et c'est tout. Voilà, on m'a demandé l'instruction, mais voilà ce qui se passe, voilà les données, c'est tout. Aïe. Aïe, Captain Viala. Salut les amis, salut Farid, salut le Hajj. Salut. Salut Nordine. Salut JB. Salut mon grand. Est-ce que tous les bagages sont pris en considération pour le vol? Oui. Parce qu'il y a un forfait à bord, enfin en cabine, il y a un forfait. Et en général, le forfait rentre largement dans le calcul. Et les bagages en soute, bien sûr, il y a aussi la pesée. Et il est intégré dans le calcul de la charge et tout. Oui, tout est pris en charge. Tout est pris en compte. Oh, Zoé BZM, t'as dit très content de te voir, JB. Ben lui, il a demandé tout à l'heure comment il fait je lui ai dit, il rentre chez toi, il fait follow et il peut voir tes vidéos. Zahir, attends. Zoé BZM. Celui qui t'a dit très content de te voir, Zoé BZM. Oui, d'accord. Ouais. Parce qu'il a de vos vidéos. Il savait pas comment accéder à tes vidéos. Écoutez, j'ai vu les vidéos. Regardez les deux dernières vidéos ou bien? Première partie, deuxième partie. J'ai posé une question justement au capitaine El Kébir concernant l'orthodromie pure. Je leur demandais il m'a très bien répondu d'ailleurs. Hein. C'est juste pour savoir si vous l'avez fait ou pas. Puis je pense que c'est impossible d'après la réponse de Nordine d'effectuer l'orthodromie pure en vol. C'est pas possible au vu du trafic. Donc est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Oui, des vols peut-être des vols tout à fait spéciaux, par exemple, je sais pas, un vol, je sais pas, par exemple
l'avion solaire, peut-être, par exemple, peut-être, hein, qui est un trafic complètement hors norme, etc., peut-être, mais par définition, l'orthodromie pure, qui joint 2 points, on ne la suit pas. Donc, comme je dis d'ailleurs dans la vidéo, on suit des segments de cette orthodromie. Quand on vous donne un trac, par exemple, quand on vous donne un trac, c'est une orthodromie à peu près, qui va joindre, en gros, mettons la France avec, on va dire, Paris avec New York, par exemple. Et donc, vous allez suivre un track qui va être à peu près l'orthodromie, mais pas stricto sensu l'orthodromie. On ne peut pas, pour des raisons de trafic. Sinon, après, chaque avion volerait selon une route qui lui serait particulière, et les problèmes de contrôle aérien, d'espacement latéral, etc., se poseraient avec une acuité pas possible, non. Mahidine, taxi veut dire rouler, hein. Donc déplacement d'un avion. Le taxi va rouler à travers un truc. Donc déplacement au sol d'un avion, c'est rouler, c'est aller vers rouler, voilà. Est-ce que les Maliens, ça y est? Quelle est la vitesse maximum de taxi qui est définie? En général, c'est 36 km à l'heure. Alors on te dit c'est à la vitesse de l'homme qui marche. Là, c'est empirique. Mais ça dépend des avions. Alors là, t'es qu'un type d'exemple, sur un 330, il ne faut pas dépasser, par exemple, 14 nœuds. À peu près, tu multiplies, tu vas trouver à peu près la trentaine en virage. Sinon, la roulette, elle rip. On va entendre un rip. Sur ces aéroports, c'est écrit dans la 10-4 de l'aéroport, la feuille 10-4 du Jebsen, on te donne la vitesse maximum à ne pas dépasser au roulage. On peut aller jusqu'à 20 nœuds en roulage, en ligne droite. Quand il pleut, maximum 10 nœuds. Pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir une glissade, l'avion peut glisser, peut sortir en cas de freinage, ou là, il peut, surtout si le taxiway n'est pas trop large. Au temps de brouillard aussi, parce que les avions aussi roulent quand il y a le brouillard, quand il y a par exemple les conditions limites LVO, mais il a les minima pour le décollage, donc il peut rouler pour y aller. Donc là aussi, le roulage, il est limité à un maximum 10 nœuds, max. Et aucune action ne doit être faite pendant le roulage, parce qu'il ne faut pas avoir une dispersion d'attention quand le commandant roule, ou le pilote. Dans les compagnies, il y a des copilotes qui roulent. Voilà, mais bon, généralement, quand il y a le brouillard, le copilote ni fait l'approche, ni il roule. Bon, c'est la responsabilité du commandant de bord. Donc voilà, c'est à peu près ça. On dit, c'est à la vitesse de l'homme qui marche. Considérez 36 km à l'heure à peu près, c'est ça. Vous allez voir de temps en temps des avions en cas de débouler, rouler vite, mais ça ne veut pas dire qu'il est autorisé. Il peut être ramené à l'ordre. Quand on entre dans un gate, par exemple, tu prends Dubaï, c'est 4 nœuds en entrant au gate. Tu dépasses 4 nœuds en vitesse sol, ça veut indiquer ta sol plutôt, on va te rattraper à l'air parce que le doc qui va te dire slow down. Donc c'est des trucs pour préserver beaucoup plus. Et l'avion, il ne faut pas laisser les gens faire n'importe quoi, rouler vite, ça stresse déjà les passagers. Parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi il est en train de rouler vite, alors que rouler doucement, c'est-à-dire à la vitesse adéquate de 10, 14 nœuds, truc et tout, ça ménage l'avion, ça ménage le passager, il est à l'aise. Même le PNC qui est en train de faire qu'il est en train de faire sa démonstration pendant le roulage, il n'est pas malmené de part et d'autre. On a vu, on est monté dans les avions, on a vu aussi des gens qui roulaient plus vite, et que tu vois les PNC quand ils font la démonstration des pauvres, des fois il y en a qui s'accrochent, ou qui tombent, ou bon, ça c'est sous la responsabilité du commandant de bord, et s'il est épinglé, ben, en réalité, il doit payer, mais c'est justifié, parce que à mon sens, c'est une infraction. À mon sens. Je rajouterais, parce que tu as dit un point très important. Tu as dit que pendant le roulage, on ne fait rien d'autre. Et justement, c'est un point, vous voyez, quand on parle de l'amélioration
des procédures, etc., au fur et à mesure des problèmes. Eh bien, moi, de mon temps, on faisait les essais commandes de vol pendant le roulage. Et on s'est aperçu, il y a dû y avoir quelque part un problème, et on s'est aperçu qu'en permettant aux pilotes de faire les essais commandes de vol pendant le roulage, eh ben, ça perturbait, ça attirait leur attention sur autre chose et que ça risquait de poser problème. Et donc maintenant, la procédure, c'est de faire les essais commandes de vol juste après le pushback. Donc on recule l'avion, on libère la fourche de tractage, etc. Là, on fait les essais commandes de vol quand on est arrêté, et une fois les essais commandes de vol effectués, on fait le roulage. D'accord. Voilà. Vous voyez, c'est un exemple de l'amélioration des procédures suite à des incidents qui ont pu se produire. Voilà. Tout à fait. Farid a décroché. C'est la connexion, Belek. Certainement ça. Et il a eu un décrochage. La différence entre pan-pan et Mayday, c'est la gravité du problème, tout simplement. Quand on est pan, on a un problème, mais quand on dit Mayday, c'est une emergency, c'est autre chose. Et une fois que l'émergency est passée, c'est-à-dire quand dans un cas d'un feu, par exemple, une fois que le feu est éteint, le gars rappelle à toi pour lui dire revert to pan, parce qu'il n'y a plus de feu. Il a traité le feu, donc revert to pan, 3 fois il faut le dire, pour que le contrôleur ne soit pas trop inquiet. Pour lui, le feu est éteint et que le gars va revenir, mais il est dans des conditions meilleures que le feu. Mais s'il a toujours le feu, c'est un mayday et essayer de se poser le plus vite possible. Sans respecter ni procédures ni rien, d'ailleurs. Ni de faire des checklists, ni ouais. Salut Michel. Salut Lies. Salut Lies. Hola, comment ça va tout le monde? Nordine, Farid, Salut. JP, Ça va? quel kébir, le chat, Berigo, Ça va, je te remercie. Salut, Berigo. Hadj, ça va? Ça va très bien, et toi? Standard, 10-13. Alhamdoulilah. Oui, mais oui. Tu nous as quittés hier, Lies, sans dire adieu. Je dis mon téléphone est tombé, il s'est éteint. Qui est tombé entre la coiffeuse et le frère. Ah, bec, pour le récupérer. Direct. C'est bien. Ça n'arrête pas de décrocher, mais je pense que problème de connection. La Corée du Nord, Wakil. Non, il a un problème de connexion. Non, j'avais reçu un coup de fil auparavant, et là, je ne sais pas, c'est descendu tout seul. Ah, d'accord, ok. Alors, quand est-ce qu'on aura le plaisir de venir voler chez toi, Lies? هذه نريبوندي لك بواش بالكوريer. نمد لك la référence des envois. Bientôt. Il y a très bien. Et quand on Bientôt. est des choses, je trouve le les tournages. Voilà, c'est ça. Tu l'as facilité, gars. JB, tu as changé le fond d'écran, t'as mis le NG. Et j'ai upgradé. Non, C'est par marrant, ça, mais... on paye le fuel, hein, il n'y a pas de problème, on paye le fuel. معليش اسمع Pas de problème. في مسكره وعندنا الحاج هنا ما خلاص هو يمدنا دعوه ها من بعد كلش جراتوي كتكره الدعوة تاع الحاجة. Et le هاي fuel, بديت تحرك فيها. ماشي تعال انت. عندك، مرحبا راني هنا. على بودالي، انا على بودالي باش نهضر عليك انت. صح، انا استرى عليا. لا. je voulais dire, le fuel, comment tu fais là-bas, Lies? La citerne, j'ai une mini station. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis parti faire l'autorisation de la Nissan Tana. On a un pick-up spécial pour ça, pour faire le transport de fuel. Et Ouais. comme on utilise le mot gaz et l'avgaz, les deux. Ouais. Ah, d'accord. Les deux fuels.
Voilà. C'est une bonne chose. Donc, il y a une station fuel qu'on est en train de mettre en place le Tema, qui est spéciale pour nous, à nous, d'avitaillement. Et pour les aérodromes d'attache, qui m'attirent عندهم, ils ont une Tema, Tlemcen عندهم, Oran عندهم, donc on ندوروا في السيكتور هذاك وين كاين الكاربورون. Ouais. Surtout avec les trucs de... On a ramené les testeurs, il y a des testeurs à le carburant. Et c'est toute une procédure de safety bien définie. Ouais. Alors le chat. Un de ma sœur quelque chose à venir. Concernant Captain Vialin, tous les calculs, les cosinus, etc., qu'on avait vu par rapport au calcul de la distance, vous passez, et j'ai remarqué que souvent c'est le cas, vous passez à chaque fois par comment dire cela, c'est-à-dire des termes marins. Je veux dire, bon, quand vous dites que la conversion se fait en maïs marin, cette relation avec la marine dans vos calculs se fait constamment. Voilà ce que je voulais dire. Alors c'est normal, parce que la seule unité de longueur qui veuille dire quelque chose en navigation, c'est le mille marin. Parce que 1 mille marin correspond à l'arc intercepté par 1 minute d'angle au centre d'un grand cercle. C'est-à-dire 1 minute de latitude, par exemple, sur un méridien est égale à 1 nautique. Et 1 minute, c'est pour ça que quand on calcule la distance orthodromique, on prend le cosinus de m, on prend l'angle que fait l'orthodromie, on fait donc un angle au centre du cercle orthodromique, et à partir du moment où on calcule cet angle avec cosinus m, eh bien, en convertissant cet angle en minutes, on a le nombre de nautiques. Le kilomètre, le mille marin, etc. n'a aucun intérêt en navigation. On peut donc convertir des angles directement en distance. Voilà pourquoi on utilise le mille marin. Oui, mais maintenant, justement, je voulais juste rajouter un point. Vous avez vu les calculs. Imaginez-vous que quand j'ai passé mes examens, tous ces calculs-là, on les faisait sans calculette. On avait la table de Friocourt, qui est une table de navigation d'ailleurs de la marine, dans laquelle nous avons tous les logarithmes, alors les logarithmes des nombres naturels et les logarithmes des nombres trigonométriques et encore d'autres tables. Et donc tous ces calculs de cosinus, de machin, de trucs, on les faisait par les logs, d'accord? Donc vous imaginez un peu la complication. Certainement. Mais est-ce que nous pouvons passer par un autre calcul, c'est-à-dire de faire la conversion directement de minutes en kilomètres? Parce que c'est ce que vous faites, mais vous passez par... Oui, mais ça présente aucun intérêt. Oh, non, de minutes en kilomètres, oui, on peut, mais alors à ce moment-là, on a une conversion qui est bizarroïde, parce que il faut convertir en minutes et multiplier par 1,852. Ça ne présente encore une fois aucun intérêt, parce que les vitesses que nous utilisons sont données en nœuds, donc un nœud, c'est 1 000 marins par heure. Donc les vitesses sont à ce moment-là cohérentes avec les distances, et ainsi de suite. Donc on a la seule unité qu'on utilise en aviation qui soit pas cohérente, c'est le pied pour l'altitude, c'est tout. Mais sinon, on utilise les nœuds et les milles marins pour pouvoir calculer les distances, les vitesses et les temps. Très bien, merci. Joker, oui. Il n'y a aucune raison tant que s'il remet en branle sa licence et qu'il a un certificat médical qui lui permet, oui, il peut piloter jusqu'à 90 ans s'il veut. Fly, no problem. On n'a plus le droit de faire du transport public de passagers.
Voilà, il fait pas de transport public, par contre, de passage. Mais pilot plane, il peut acheter un avion, peut faire ce qu'il veut. Hein, jusqu'à ce que... D'ailleurs, au Royaume-Uni, tu as vu au Royaume-Uni, à Nordin, si vous avez vu avec le monsieur, un ancien de la Royal Air Force, il avait piloté en biplace un Spitfire ou un Hurricane, si je me rappelle bien, à 103 ans. Oui. C'était son last flight. Jusqu'à maintenant, mon premier instructeur, il a volé jusqu'à pratiquement en tant que privé et alors sur planeur, sur Bi, jusqu'à 86 ans. Hein. C'est le dernier moment qu'il a arrêté de voler, mais sinon il a volé, il vole. Ça dépend. J'ai vu un accident qui est arrivé aux États-Unis, un avion qui s'est crashé, le pilote 83 ans. C'est le propriétaire de l'avion et 83 ans. Voilà. Donc voilà. C'est comme quelque chose de 7 à 77 ans. Quelle est la manière préférée de ralentir un avion de ligne sur une longue piste? Tu as le frein, tu as le reverse aussi. Non, attends. Quelle est la manière préférée de ralentir un avion de ligne sur une longue piste? Sur une longue piste, ça dépend, encore une fois, s'il y a une instruction pour dégager la piste par un des taxiways high speed. Donc, l'avion déjà en se posant déjà, son énergie cinétique va diminuer, il va diminuer de sa vitesse. S'il a toute la piste devant lui et qu'il doit dégager en bout, à la dernière, il va freiner à partir de son nœud, il commencera à freiner un petit peu pour ralentir cet avion, mais sans plus. Il n'utilisera ni reverse ni rien, même pas en idle. Donc voilà, mais sinon, s'il est obligé de dégager la piste par un des taxiways, il mettra ou sur low ou sur medium le break action. Et en plus, il peut mettre aussi, il y a des aéroports aussi interdits de sortir carrément les reverse. C'est dans leur protocole. Il peut mettre les reverse sur idle et l'avion va perdre son énergie cinétique tout de suite et voilà. Bonsoir, Moulana Mlaoui va bien. Oui, il est en congé sabbatique. Il a pris un congé sabbatique pour raisons personnelles. Chanel est exactement le son des reverse. Donc voilà, une personne qui n'a pas de phobie, qui n'a pas peur de l'avion. Parce que... Il y a sur certains avions, par exemple certains avions militaires, tu prends le MiG-25 ou les mêmes Sou-30, ils ont un parachute à l'extérieur. Oui. Tellement ça leur suffit pas, donc ils déploient le parachute, ou là le Sou-24 aussi. Ouais. Ils n'ont pas de reverse. Ils n'ont pas de reverse, ces avions-là. Normalement, non, on m'a caché. Ah, on m'a caché, c'est vrai. Il faut savoir que ces avions-là, c'est généralement des réacteurs simple flux. Ou tout au moins des réacteurs à faible taux de dilution. Parce que à haute vitesse, les réacteurs à haut taux de dilution ne sont pas du tout efficaces. Donc les réacteurs à faible taux de dilution, donc avec un fan devant qui est à peine plus gros que les premiers étages de compresseur, c'est beaucoup plus efficace en supersonique. Exactement. Sinon, Lia, je voulais te poser une question par rapport au simu. Quel rôle joues-tu exactement? Est-ce que tu es tu es instructeur, ça c'est clair, tu es là pour encadrer l'élève. Mais est-ce que tu joues le rôle du monitoring, de pilote monitoring? Quand tu parles du simulateur, c'est-à-dire, j'ai pas compris vraiment ta question. C'est-à-dire que quand tu as un élève dans le simu, quel rôle joues-tu? Tu es là juste pour l'encadrer, pour le conseiller, ou tu joues le rôle du monitoring, c'est-à-dire du pilote monitoring, c'est-à-dire des fois, du post officer. Je vais utiliser un terme que Nordin connaît et que JB connaît, c'est le sac de sable. Voilà. Vous le connaissez normalement, c'est quoi? Hein? Voilà, maintenant je leur demande à t'expliquer c'est quoi le sac de sable. Déjà, ça doit être lourd, ça c'est clair. Bon, oui, je fais 115 kilos. Il en faut beaucoup. Tu es bien poli, hein, Elias. Nous, on disait autre chose, un sac de...
Non. Ça, c'est quand il y avait Habbash. Ça, c'est quand il y avait Habbash. ماشي كيف كيف. Ça, c'est moins propre. بالك راه يقصف يا حاجه يطيري مزال. Alors, pour répondre à Mahidine Ghalbi, non, on ne peut pas avancer les manettes de gaz quand on a les reverse déployés. Mécaniquement parlant, pour pouvoir déployer les reverse, il faut déjà que les manettes de poussée positive soient sur ralenti. On ouvre les reverse et en fait, on régule la poussée, enfin, on régule le régime réacteur en régulant sur les manettes de reverse, mais absolument pas sur la poussée positive. Exact. Oui, en fait, un instructeur au simulateur, il peut se mettre en place droite, par exemple, et faire le sac de sable qui est Magalek, c'est-à-dire, à la limite, il fait rien du tout, ou bien à l'extrême limite, il va rentrer le train ou les volets, à l'extrême limite, mais sinon, l'instructeur, il est dans le poste arrière, il y a un équipage complet à l'avant, et il a les écrans, les machins, et il a surtout le panneau pour faire les pannes, etc., etc. Et donc, il est là à l'arrière, il crée la situation selon un scénario qui est préétabli. Quand on rentre dans le simulateur, on a un scénario établi pour la séance, et avec les critères d'acceptabilité de la performance, etc., de manière à évaluer le pilote de manière précise par rapport à des critères bien précis. Et voilà, donc c'est pas... Parce que, comme le disait Nordine l'autre jour, et c'est un point très important, il parlait, quand il a parlé de la présélection en vol, où l'instructeur faisait la démonstration d'un exercice, et on demandait au pilote, on évaluait le futur stagiaire sur sa capacité de restitution. Il faut savoir que le pilotage s'apprend en fait par une méthode qui est connue de tout le monde, c'est l'apprentissage sur le tas. Tout simplement, l'instructeur démontre la manœuvre et l'élève refait cette manœuvre. Et il est fondamental que l'instructeur vérifie que la restitution soit en tout point conforme à l'exécution à l'exemple que l'instructeur avait donné. Tout à fait. Car l'instructeur, le simulateur, on les appelle les instructeurs l'IADA parce que moi je m'occupe pas de l'instruction. J'ai ce qu'on appelle le centre de simulateur qui est à part. Il y a ce qu'on appelle des SFI, Synthetic Flight Instructor. Bon, bah, tu as des spécialités, tu as les gens qui font les IFR, tu as les gens qui font l'MCC, et puis chacun a les fiches vertes, ils ont leurs syllabes, enfin nous avons les syllabus internes. Et des fois, dans les scénarios qu'a DJB, et surtout dans le cadre de la formation MCC, il faut qu'il y ait deux personnes, c'est normal, pour qu'ils fassent échanger les rôles. Puis dans les formations IFR, comme c'est des formations IFR sur monopilote, ça veut dire qu'elles ne nécessitent pas qu'il y ait une personne à droite. Exact. Voilà, donc l'instructeur conduit l'instruction normalement du monde. Alors moi, quand de temps en temps ils ont besoin de quelqu'un à droite, pour le plaisir et en même temps pour garder un peu les pieds dans le truc. Dans le truc. Tu as bien résumé dans le truc. Vas-y. Quand TS parle de MCC, c'est très important. Je me souviens un jour, on avait fait la démonstration à des nouveaux stagiaires qu'on avait et on s'est mis au simulateur avec Fethi et moi. On n'avait rien en commun, on n'avait jamais volé ensemble, ni sur les mêmes machines, ni rien du tout. Et on s'est mis dans le simu et on a fait un tour de piste, je me souviens plus, enfin, ou une approche, peu importe. Et les élèves qui nous regardaient, ils étaient étonnés de voir qu'on travaillait tout à fait en coordination l'un avec l'autre. Et ça les a choqués, parce qu'ils ont dit, mais vous avez déjà volé ensemble? Non, on n'a jamais volé ensemble. Et ça leur a fait comprendre exactement ce que voulait dire la MCC, justement. À savoir apprendre à travailler ensemble, et on est tellement formé à ça qu'on se met avec n'importe quel pilote et on fait le boulot comme il faut faire, et il n'y a aucun problème, parce qu'on est habitué à voler à deux pilotes. Bah écoute, Baligo est là, il peut en témoigner.
On prend le cas des compagnies, encore une fois que j'appelle Five Stars, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça, parce que c'est des compagnies 5 étoiles qu'on le veut ou pas. Il y a combien, Beligo? 150 ou la nationalité dans Oui, pas loin. Plus de 100, de toute façon. plus de 100. Donc le commandant d'une nationalité, le copilote kiff-kiff, le P1C d'une autre nationalité. Et donc, qu'est-ce qui réunit ces gens-là? C'est la procédure. Ni l'affinité, ni SOP. Standard Operation Procedures. Exactly. That's all. And English. Yes, SOP, exact. English. Read and do. Imad, il n'y a pas de portance induite. Il y a une traînée induite. Ah oui, la traînée. Voilà, la traînée induite, c'est une traînée qui existe toutes les fois que l'aile génère de la portance. C'est-à-dire que quand on est à l'angle d'incidence de portance nulle, on a une traînée qu'on appelle la traînée de profil, la skin friction drag, tout ce qu'on veut, mais on n'a pas de traînée induite. Mais dès qu'on génère de la portance, il y a une traînée induite qui est liée, en fait, cette traînée induite, elle est liée aux tourbillons marginaux, aux tourbillons qu'il y a au bout d'elle et sur le bord de fuite de l'aile. Et elle n'existe donc, cette traînée qui vient s'additionner aux autres, elle n'existe que lorsque on génère de la portance. Abdellatif Ben Abbas, tu demandes à ce qu'on utilise l'arabe un peu. Regarde, maintenant JB vient de parler de la portance induite, et plutôt la portance de la traînée induite, et expliquer pourquoi c'est une traînée induite et non une portance induite et tout. Comment veux-tu qu'il t'explique en arabe? Comment veux-tu qu'il t'explique en arabe? C'est impossible. Il peut le dire en anglais, en français, mais en arabe, ça n'existe pas. Ça dit quoi? Il dit بالدارجة شي غادي يقول لك la traînée quand ترجمها بالعربية الدارجة ça fait bizarre, ça fait عيب. N'est-ce pas Berigo? Alors Flamengo nous a dit que les constructeurs ces 10 dernières années ont développé les matériaux utilisés. Je pense qu'on peut parler surtout du composite qui a fait son entrée. Hein. Exactement. Matériaux composites. C'est un composite qui présente un avantage de résistance, de non-corrosivité, donc ils ne sont pas corrosifs, ils ne sont pas, ils sont pas oxydables, bon, encore que les métaux qu'on utilise pour les avions sont faiblement oxydables, mais quand même, et puis ils sont plus légers, mais comme on en a parlé souvent, ils posent d'autres problèmes au niveau de la maintenance. Voilà. Ça fait plaisir au mot qu'Ablatif a compris, il a rigolé. Donc ça veut dire qu'il a compris ce que je voulais dire. Nordin, il y a une trentaine d'années, les Libyens, ils ont essayé, avec Gaddafi, qui leur avait imposé la langue arabe en aviation. بدات الخلوطة يا خويا دان ويند يا والريح من الرولة هيد ويند يا والريح راه من قدام قال لهم حبسوا قلت هذاك مع مراد اللي تاع avec nous مراد قلت له explique lui بالدارجة فونت arrière ايا روح سلك انت فونت arrière je suis en vente Il y a un message récurrent, Captain LKB, il y a un message récurrent là, on risque de... Non Et quand il y a 3 fois le message, il faut éviter de réécrire le message 3 fois. C'est-à-dire que le live, l'algorithme va détecter une anomalie. Donc essayez de... Bon, tu dis vive l'Algérie, bien sûr, vive l'Algérie. Mais vive l'Algérie ne veut pas dire parler en arabe. Hein. Vive l'Algérie, c'est en amazigh, en français, en arabe, enfin en dialecte algérien, et en anglais. Mais bon, en arabe, l'Algérie ne parle pas l'arabe, hein, en réalité, il parle le dialecte. L'utilisation des spoilers pendant la descente, elle dépend du taux de descente que l'on veut. Si on n'en a pas besoin, on ne les sort pas. Si le taux de descente qui nous est imposé ou que l'on veut adopter peut être obtenu sans sortir les spoilers, on ne sort pas les spoilers. Par contre, si d'un coup on nous demande
d'augmenter notre taux de descente pour passer une altitude dans un temps donné, etc., à ce moment-là, on utilisera les spoilers. Mais en temps normal, comme le disait l'autre jour Samy, les spoilers, on essaye de pas trop les utiliser parce que c'est un petit peu inconfortable. Ça génère des petites vibrations. Si c'est pas nécessaire de les sortir, on les sort pas. Et d'ailleurs, sur 330, tu as half, un quart half et full. Donc, en fonction de la situation, comme dit JB, en fonction du besoin en réalité. Bon, ça peut même être sorti si par exemple la vitesse par X raison dépasse la limite et presque arrive à la limite exceedance. Donc, il y a une autorisation d'utiliser speed break pour ralentir. Parlez-nous un peu des techniciens d'Air Algérie. Est-ce qu'il y a de la compétence? Ben, heureusement qu'il y a de la compétence, oui. Et pour en connaître pas mal d'eux, même ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont là, ceux qui ont transmis la connaissance, il y a beaucoup de compétences au niveau de la DMRA. Et heureusement d'ailleurs, sinon ces avions-là ne seraient pas en l'air. Même si des fois il y a des problèmes, même si truc, et c'est tout à fait normal. Encore une fois, l'avion est une structure travaillante. Donc ça s'use, ça tombe en panne, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alors, un avion peut décrocher à tout moment si la configuration est mal faite. Je ne vois pas ce qu'ils veulent dire par la configuration. Il faut bien donner au mot leur vrai sens. La configuration, ce qu'on appelle configuration en aéronautique, c'est la sortie des volets, c'est la position des volets, la position des trains d'atterrissage. Voilà. On est en configuration lisse quand les volets sont entrés, les trains sont entrés. Et puis après, on change la configuration en sortant les volets et en sortant le train. Mais l'avion peut décrocher, c'est vrai, à tout moment, si on atteint l'angle d'incidence critique auquel l'avion, dans la configuration dans laquelle il est, décroche. Voilà. Éradicateur. Bonsoir, messieurs les pilotes. Salut, monsieur l'éradicateur. Salut l'éradicateurs. Ouais, j'ai une petite question. Bon, après, pour le commandé mortel, c'est un peu technique, mais pour vous, c'est notre informalité. C'est juste par rapport à ce que j'ai vécu. Par exemple, je sais que quand il y a des vents forts, l'avion monte aussi vite parce qu'avec la portance, tout ça, c'est plus rapide. Mais par exemple, je te parle dans le sud, par exemple de la France, par exemple Marseille, quand il y a le Mistral, par exemple, les deux, quand ils sont les deux, les avions, à l'approche d'atterrissage, on voit des secousses. Mais j'ai posé une question une fois, je sais pas si c'est un pilote ou c'est un copilote. Il m'a dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de factures qui rentrent. Il y a aussi les reliefs, tout ça, mais j'ai pas compris cette question des reliefs, par exemple. Si on parle de Marseille, par exemple, Marseille en 31, quand on se pose à Marseille par Mistral, on se pose sur la piste 31, c'est-à-dire ce qui va vers le nord-ouest, de manière à être face au vent. Très bien. Oui, coupez votre micro. On passe au-dessus de relief, où il y a les Pennes Mirabeau, etc. Il y a différents petits villages, et il y a un relief sous l'avion. Et effectivement, quand le vent souffle là-dessus, ça fait des courants ascendants qui provoquent un peu de la turbulence, oui, en approche. Voilà. Ça, c'est effectivement le relief qui fait ça. Vous avez le même phénomène, par exemple, l'été, quand vous avez du vent d'est à Alger, du vent de nord-est à Alger, et qu'on vient du sud, quand on survole l'Atlas, eh bien, quand on arrive de Boussaada, tout ça, eh bien, on a de la turbulence quand on descend, parce qu'il y a le phénomène d'élévation de l'air dû au relief, un phénomène qu'on appelle orographique. Exactement. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que on a l'habitude, c'est pas qu'on a l'habitude, c'est que le vent passe de droite à gauche pour que l'avion atterrit, et là, on voit que l'avion fait un bond, c'est-à-dire que l'avion se penche en avant, après ça remonte. C'est ça qui fait un peu impressionnant pour les gens qui sont dans l'avion, c'est ça, en fait. C'est que l'avion se penche vers l'avant, après elle remonte. Ça. Vous disiez tout à l'heure que lorsqu'il y a du vent, l'avion monte plus vite. Non, il monte pas plus vite. C'est la pente sol, la pente par rapport au sol qui est augmentée. Mais la vitesse verticale de l'avion reste la même. Mais ça, c'est plus compliqué à expliquer.
Ouais, bah après voilà, c'est nous, on ramasse un peu les informations de gauche à droite. Et c'est pour ça que on n'a pas votre science. C'est juste quand je regarde un peu les émissions, ça dit que quand il y a les vents forts, enfin pas les vents forts, ça dit qu'il y a un vent, c'est-à-dire l'avion avec la portance monte vite. C'est juste ça, enfin, ce que je voulais dire. Disons que la portance, elle est liée à la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Maintenant, par rapport au sol, quand on a du vent en face, on gagne de l'altitude sur une plus petite distance. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ce qu'on appelle le gradient sol est augmenté, mais le gradient par rapport à l'air n'est pas augmenté. Enfin bref, un jour je ferai un truc là-dessus. Tiens, il faudrait que je fasse une petite vidéo. Merci de votre éclaircissement et je vous suis De d'en rien. bas religieusement. Merci d'éradicateur. Et éradique pas trop de choses dans ton Non, entourage. vous inquiétez pas. À tout à l'heure, les gars. Bonjour, bonne soirée. Merci, bonsoir. مرحبا. Engineer training in Algeria, yes. And yes and no. Il y a des spécialités qui se font en Algérie, bien sûr, parce qu'il y a eu des instructeurs, bien sûr, formés à l'étranger dans le domaine technique, et ensuite ils ont pris la DMRA, et ensuite ils ont transmis leur savoir. Mais des fois, quand par exemple il y a un nouvel avion qui arrive, et ben les mécaniciens, donc les techniciens, des ingénieurs, trucs, ils se déplacent et ils vont suivre ils vont faire pratiquement tous les modules sur cet avion pour revenir armés et chargés de ces connaissances-là pour faire le suivi de ces avions-là pendant leur carrière en compagnie. Voilà. Sinon, pour la base des techniciens maintenance, ils passent par Blida. Voilà. Pour les civils, on va des l'OJT تاعهم, c'est-à-dire les heures تاعهم pour obtenir la licence. Et puis, il y a le côté militaire où c'est l'UNTA, je pense, c'est ça. Pour le côté de l'armée, c'est l'UNTA. Voilà. Après, les B1, les B2, dépendra des spécialités par la suite. L'ENITA, non? C'est l'ENITA ou l'UMB? Là, l'UNTA. L'UNTA, d'accord. Hmm. L'ENITA, Les modules de base. je sais qu'il va par exemple, Rahal qui était chez nous à la DMRA, ensuite elle a fait une autre carrière. Mais elle est sortie de l'ENITA elle était même responsable du technique à un moment donné. Il existe une relation entre l'angle angle of attack et le coefficient de portance. Ben oui, c'est évident. Enfin, disons que c'est une relation directe. Plus l'angle d'attaque ou l'angle d'incidence augmente, plus le coefficient de portance augmente, jusque à arriver ce qu'on appelle au CZ max, au-delà duquel, si on continue à augmenter l'incidence, le coefficient de portance se casse la figure et c'est le décrochage. Voilà. Alors la relation, elle est directe, oui, effectivement. Qui c'est qui tic-tic? J'ai des phobies, j'ai la phobie des avions et solutions. On en parle tous les jours des phobies de l'avion, on a donné pas mal de solutions. Que dire encore? C'est-à-dire que de répéter pratiquement, il y a des émissions pour ça, il y a des suivis psychologiques pour ça, il y a des simulateurs aussi dédiés à ça. Bon, que dire? Je vais descendre pour répondre à quelqu'un parce que je peux pas accéder à mon profil depuis ici. Il y a quelqu'un qui voulait me poser une question en privé, donc je vais descendre pour répondre à la question s'il l'a posée et remonter. Vas-y. Alors, attends, modèle, tic. Quand je voyage en 37, j'ai des maux de tête, et pas en 320. Est-ce normal? Oui, mais ça dépend, parce que avec le 37 que tu prends, il y a du bruit, ou là, il est assez ancien, donc voilà, il y a de la vibration, des panneaux, et ça dépend aussi de l'endroit où tu es assis, du sitting. Ça dépend de ton sitting. Si tu prends une première classe, ce sera pas comme si tu étais à côté des ailes, par exemple, ou là du réacteur, ou là à l'arrière. Oui, c'est possible. Mais t'en fais pas, le 320, c'est pareil, hein, ça veut pas dire qu'il est moins bruyant.
Ben, s'il est plus récent que le 37, oui, il doit être peut-être moins bruyant, mais ça dépend. C'est une question de vétusté de l'avion ou là de l'âge de cet avion, hein. Qu'est-ce que je te dis? Yassine Behlali, Yassine Flatno. Sinon, comment tu l'expliques? يقولوا راح تفلاطيها في الجوش ولا ضربات تمشي هنا. Non, si tu veux vraiment insister, explique-moi comment c'est de jour et la nuit. Voilà. Donc après, tu comprendras. Cela n'arrive surtout au décollage ou à l'atterrissage quand il y a des changements d'altitude. C'est ce qui est normal aussi parce qu'il y a un changement de régime. Donc quand il y a un changement de régime, une réduction, une accélération, donc l'oreille intertac, le temps de s'habituer, tu as l'impression d'avoir mal à la tête. Mais sans plus, hein. C'est pas dans ma gueule, très 4. Je vais te... Donc, j'y vais pas sa conception. Il y a des questions ou pas? Vas-y, toi. Toi aussi. Toi aussi, tu te la ramènes. C'est devenu une tendance ces derniers temps. Voilà, quand il met les émojis rigolages, en rigolant, ça vient. باريكو عطاه ديريكت avec un tir de mortier. قال لك لي كاري وسي بون السلام عليكم. Donc, tu vois, j'ai déjà peur. Ah, ça dépend de quelle peur tu parles. La peur est un sentiment tout à fait légitime et normal. Peur, mais contrôler sa peur et en appliquant les procédures, tu n'auras plus peur. C'est tout. C'est-à-dire que sauver des situations, surmonter cette peur, oui. Qui de nous a peur un jour devant des situations et qui n'a été amené à régler s'il fallait. Sinon, il ne serait pas là pour en témoigner. Il y a aussi de ça que tu dis que ça dépend aussi des avions, aussi de la pressurisation, ça dépend de la régulation du pack. Donc ça dépend encore une fois des avions. Un 330, tu sentirais rien au niveau pressurisation. 37, oui, parce que il y a le pack aussi. Encore une fois, si ça fonctionne. Alors, on lit 1 pour la visite médicale. Si c'est pour une licence algérienne, il faudra la faire en Algérie. Voilà. Et le fond de l'air, il est froid. Il est un peu froid. Voilà. Donc, Quel est l'effet du vent sur la lecture de l'altimètre? Quel est l'effet... Il n'y a aucun effet du vent sur la lecture de l'altimètre. Strictement aucun. Bon, je vous quitte quelques instants et je reviens. Vas-y. Nous Alors, parlions si tu veux hier, travailler... Vas-y, réponds, Bias. S'il veut travailler à l'étranger, comment il s'appelle? Only One. S'il veut travailler à l'étranger, yani, ça dépend. Si tu veux faire ta formation, par exemple, dans un pays, لازم ديرها dans le pays où il donne la formation. Mais si tu reviens en Algérie un jour, je l'espère, tu dois repasser dans un centre dans le centre d'expertise تاعنا في عين نجا pour travailler en Algérie. Et sens inverse, si tu veux par exemple aller en France, tu vas la faire en France, par exemple, Canada, ainsi de suite. Oui, Farid. Oui, vous aviez répondu hier, mais bon, je préfère la reposer. En cas de perte de communication avec la tour, bien évidemment, on approche. Donc, la dernière information doit être prise en compte. On approche. L'approche, c'est avec l'approche. C'est une autre fréquence. Avec la tour, c'est la phase d'atterrissage, c'est-à-dire entre la hauteur marqueur et entre la balise fixe et l'atterrissage, et le toucher. Vas-y. D'accord. Donc, c'est l'atterrissage, ok.
La dernière information doit être prise en compte. Mais imaginons qu'un événement quelconque se produise entre-temps. Par exemple, un contre-ordre, bon, entre guillemets, parce que bon, c'est pas des ordres, allant à l'inverse de la dernière communication pour encore une fois une raison quelconque, que bien évidemment vous ne recevez pas puisque vous êtes coupé de toute communication. Qu'en est-il d'une telle configuration qui pourrait être tragique? Non. Tu as une dernière information, par exemple, tu arrives sur Oscar Novembre et tu vas te poser en 23. Tu as eu l'information de te poser, c'est-à-dire l'autorisation d'atterrissage. Entre Oscar Nova, Oscar Alpha et la courte finale, disons, tu as perdu ces communications. La procédure, c'est de remettre les gaz et d'aller sur le circuit d'attente et régler ton problème. En affichant 6700, en ceci, en cela. Tu arrives et tu as perdu la communication. Entre-temps, il y a quelqu'un qui traverse la piste. Tu vois un camion traverser la piste, un avion encore qui fait une incursion en piste, kiff, remise des gaz, même si tu n'as pas le contrôle. Et tu vas suivre le profil de remise des gaz parce que c'est publié. Et tu vas sur la balise d'attente, en circuit d'attente, orbitage, faire la procédure et enclencher la procédure pour revenir. Bon, B. Donc Et si remise des gaz. si tu es obligé d'aller vers l'alternate, quel serait le niveau de vol que tu vas prendre? Et il y a, dans le plan de vol, c'est détaillé. Mais en réalité, par exemple, tu es à Alger. En général, c'est quoi comme niveau de vol? C'est l'alternate, c'est ou Constantine ou Oran. En général, ils donnent Oran, c'est pour avoir plus de fuel. Tu vas au niveau 110. Voilà le problème. Si tu vas à Constantine, tu peux aller au niveau 110 aussi. Mais, bien sûr, toujours, parce que les gens vont le savoir, le contrôleur va savoir que tu as le 7600, donc tu as un problème de truc. Mais avant d'aller à l'Internet, c'est-à-dire normalement tu vas pas à l'Internet. L'Internet, il est fait seulement si ta procédure a été ratée, cause météo. C'est-à-dire que tu peux pas te poser, même si tu fais une deuxième tentative. Tu vas pas faire une deuxième tentative avec une panne moteur, avec une panne radio. Si la météo est désagréable, si la météo est correcte, tu vas en circuit d'attente et tu refais, suivant le protocole OACI, tu as 30 minutes pour revenir te reposer. Et tu te poses. Ou bien, Bakri avait même le passage, et même le pont maintenant, avec les lumières. Le light, red and yellow, and green. Quand c'est red, c'est-à-dire que tu n'approches pas, yellow, green, c'est-à-dire que tu es autorisé à l'atterrissage. C'est tout. T'en fais passer toutes tes... Et les pilotes font des formations comme ça. Il n'y a pas que ça qui peut arriver. D'ailleurs, pour dire pendant l'atterrissage. Alors, pendant l'atterrissage, ainsi dire, tu as Oscar Alpha, coupure générale au niveau de l'aéroport, et les générateurs électriques n'ont pas démarré. Là-bas, c'est le pire. Donc, au moment, ils n'ont pas de communication. Tu ne te poses pas, tu te poses. Parce que tu as eu l'autorisation de te poser. Maintenant, si tu n'as pas eu l'autorisation de te poser, ça, c'est une autre chose. Après, tu vas le savoir, par exemple, de tierces personnes que la génération électrique n'a pas et tout. Tu en approches, c'est à toi de voir, tu vas faire ce qu'on appelle, tu vas revenir. Bon, même CPDLC, parce que s'ils sont en panne, ils sont en panne. Après CPDLC, ça passera pas. Tu as la SATCOM, tu as CPDLC, tu as ACARS, tu as beaucoup de choses. Même en cas de tremblement de terre. Alors, en cas de tremblement de terre, de toute façon, tu vas ressentir les effets. Il vaut mieux escaper, partir, ne pas rester sur cette zone, parce qu'il y a toujours des répliques. Se poser après avoir des répliques. Si c'est un fort tremblement de terre qui va revenir, ça veut dire que tu vas vers la catastrophe, quoi. Bon. Après, tu sais, il y a toujours tu peux pas prendre en compte tous les cas de figure. Et ces cas de figure, quand ils arrivent, tu peux les inventer. On leur fait des trucs aussi, des trucs qui peuvent paraître vaches. Mais les gens s'en sortent parce que l'être humain, il recrée une situation, il rentre pas en mode créatif, hein. Il va faire en sorte d'arrondir les angles pour sauver une situation. Il la sauve. C'est l'adaptation en ordre, Dina, parce que bon, ils n'avaient pas prévu que l'US Airways perd les 2 moteurs à 4000 pieds à New York. Ça aussi, oui. Ça aussi.
Oui, tu as 50 000 façons, le portable, tu as le truc. Non, on n'a jamais déployé là. Heureusement, d'ailleurs, déployer une rate, ça veut dire que tu as perdu de moteur, de système, de trucs et tout, donc c'est pas bon. Le Ah, 67, enfin avant le 67, quand tu as dit le groupe électrogène est rare, si tu es en mode LVO voilà. et que les signaux partent, c'est remise des gaz sur place. Tu peux aller de Zach, salam alaikum, remise des gaz. Il faut jamais s'amuser à essayer de trucs. Eh. Ah oui. Bon, apparemment, il a des problèmes pour accrocher le guest. Et le 67, il avait la rate. Oui, oui. On est turbine d'ailleurs depuis le 100. Bonsoir. Salut, Malcolm. Oui, bonsoir. Je m'appelle Omar. En fait, je suis juste passé sur TikTok et j'ai vu votre live comme ça par hasard. J'aurais juste une seule question à vous demander. Actuellement, j'ai bougé un peu à Dubaï et je souhaiterais travailler je souhaiterais travailler dans un aéroport pour être agent ou bien quelque chose comme ça. Et je voudrais savoir au niveau d'où je dois déposer ou bien qui je dois contacter pour avoir ce genre de travail-là. En général, tu t'adresses directement à la gestion de l'aéroport. À la gestion de l'aéroport. À Dubaï, c'est la Danata ou Denata, ou je sais pas quoi qu'on appelle ça à Dubaï. D'accord. Et ça dépend d'où tu veux travailler, en fait. Ça dépend. En France, c'est Alésia, aéroport de Paris. En Espagne, c'est Alésia aussi, mais c'est notre appellation, etc. En Algérie, c'est les GCIA. Donc, chaque aéroport, chaque pays, enfin, chaque aéroport à sa gestion aéroportuaire. Et pour travailler dans une plateforme aéroportuaire, il faut postuler directement auprès de cet organisme-là qui va Donc, il faut postuler directement là. postuler et voir si c'est possible. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Bien. Ça arrive. N'espère jamais. Sur la micro-rafale, elle est aussi dangereuse que la cisaillement devant. Je vais donner un exemple là, en 0,7. Le vent qu'on te donne, c'est en 25. Quand tu te poses face au vent, en 25. Et il y a des micro-rafales en 0,7. Pourquoi? C'est à cause de la SAPRA. Comment le savoir? C'est qu'on voit des mini-tornades, des filets de sable qui montent vers le ciel comme ça. Pas très haut, hein. Et là, tu sens qu'il y a donc une variation de vent. Et le cisaillement de vent, c'est quoi? C'est une force qui fait que les vents viennent ou de travers, passent arrière, passe avant, passe arrière, passe à droite, à gauche. Et ça dépend de son intensité. Donc, dans tous les cas de figure, quand il y a le cisaillement de vent, c'est signalé en général quand c'est pas déjà prévu, parce qu'il y a une gusting. On va te donner dans le bêta, par exemple, on va te dire, allez, 240, 20 à 40 nœuds. Et après, il y a variable. Alors, quand tu vois variable, en général, c'est des vents du sud qui génèrent le cisaillement de vent. On va te dire 180, 20 à 40 nœuds. Ou bien tu mets variable, 20 à 40 nœuds. Variable, ça veut dire que dans tous les sens, la direction de vent va venir. Mais de 20 à 40, il y a une rafale. Donc, si ça cisaille, de toute façon, l'avion a le moyen de voir ça. En final, il va te dire wind shear, go around. L'avion va le dire. Ou bien au décollage, il va te le dire aussi. Et généralement, c'est des pilot reports qui viennent se poser juste avant, s'il n'y a pas d'information au niveau de la tour. En se posant, il va dire, pour information, on a eu un wind shear en final. Donc, celui qui va venir se poser, il va faire gaffe. Il y a une procédure. S'il doit se poser à voler, par exemple, kilo 330 flaps 3, flaps full, il va mettre flaps 3 pour atténuer tout ça. Et quand c'est pas fort, mais quand c'est fort, et quand ça rentre pas dans ses limitations, il va remettre les gaz et il va partir. Ça, c'est clair. Il faut éviter les cisaillements de vent, au décollage comme à l'atterrissage.
هذا طلع سبب. الحاج، طلع الحاج مساعد، طلع. Oui, il a décroché. C'est lui qui a décroché. Alfa Romeo. ما Ah oui, نعرفش ما تعرفوش. ما نعرفش نطلع. صح. لا ما تجيش تطلع. Si tu fais, quand tu fais la demande, تطلع. نطلعك أنا. اوكي داكور. Parce que tout à l'heure, tu avais décroché. J'ai eu un coup de fil de ma fille qui m'a appelé, ouais, tout à l'heure. D'accord. Ça coupe automatiquement. Oui, oui. Bon, Attends. صاحبك راه في برشلونة. أيوه. فوت 3 ايام قالت لي رياض. عندها صح، عندها صح. Ouais. Attends, tac, tac. Non, on utilise le bouton Toga. Toga, c'est sur le 37, par exemple. Un des boutons Toga, ou là, sur le 77, un des boutons Toga. Mais sur, par exemple, les Airbus, 330, 350 et tout, c'est la position manette, parce qu'un est autotrust, alors que l'autre, il a les autothrottles. Rien dossier, verrouillé, tic, micro. Bon, des fois, le mec, excusez-moi, dans le chat, des fois, ça défile, et des fois, je vois pas le truc, ou là, je zappe, ou là, vous avez vu un fichier. Bon, là, tu parles au gars. C'est pas à nous que ça s'adresse. C'est quoi le bon site d'acheter des vêtements d'aviation, s'il vous plaît? Je ne saurais te dire, il faut rentrer sur Internet. J'ai mis ta aviation warehouse تاع بلال. J'ai pas fermé le guess. قال لك t'as fermé le... Je connais, وين warehouse? وين warehouse aussi. نعم الدار البيضاء، نعم الدار البيضاء. Même Hanon se fournit chez eux. C'est Il a des excellent, vêtements. de la bonne qualité. Il a des vêtements, lui. Ah oui, oui, d'ailleurs, la dernière fois, on a fait un bon de commande pour la promo Tana Jdida, donc c'était chez lui, c'est propre, c'est professionnel. Qu'est-ce que tu m'as dit, Walid? T'as fermé le guess? C'est الدار البيضاء pour ceux qui veulent. Exact. Walid, j'ai pas fermé Et le on guess. demande Bilal, لازم يعاود يولي عندنا شي الATC هنا. D'après ce qu'il m'a dit, apparemment, c'est un long congé qu'il a pris. Hein. Il a dit congé, mais bon. Ben là, on lui a demandé de ne pas monter. Je sais pas. Ben d'accord. Avez-vous déjà dû interrompre le décollage avant V1? Oh, je n'ai pas souvenir, mais oui, j'ai fait un arrêt décollage, oui. Pas trop, ben là, en 37, oui, j'ai dû faire un arrêt décollage pour... qui m'a fait un G, je pense que le PSEU, c'était un problème où c'est pas indiqué pourquoi. Donc, parce que l'interruption de décollage n'intervient pas rien. Il y a des raisons pour intervenir un décollage. Il y a des raisons où tu ne dois pas intervenir, interrompre un décollage, rien comme ça. Il y a beaucoup de choses. Mais bon, sur lesquelles les pilotes sont déjà formés pour, avant 80, avant son nœud, V1, bon, limite V1. Après, continuer le décollage, quelle que soit la panne, quel que soit le problème. Les anciens, ça se passe. Oui, ça se passe comme ça. We can build airplane if you... Bonjour. Salut, JB. Ben, I don't know if we have some qualified engineers in Algeria who can build airplanes. I don't La know. construction, c'est un module qui est rare chez nous, bon, je ne sais pas, mais c'est la construction aéronautique. Mais ils avaient cette, je pense, Waqila, l'usinage de peut-être la nouvelle usine d'hélicoptères qu'il y aura peut-être à Sétif. Mais la compétence, ça s'apprend, hein, donc c'est pas l'expérience qu'Aina, mais voilà, ça aussi, ça devrait s'acquérir. Tac, attends, on va te mettre comme ça. Et bon, on va agrandir JB. J'en ai marre de voir ma facha. Parce que je vais fumer une cigarette, donc je vais retourner 2 minutes le truc. Tu as la main. Ok, j'ai la main, merci. Il n'y a pas de questions Contrôle. à poser. S'il y a eu 2 ou 3 questions quand tu es parti, mais bon, rien de folichon.
Oui, j'ai vu là. Walid, Est-ce que vous avez dû arrêter une fois le décollage? Personnellement, Walid, ça m'est arrivé une fois. Alors c'était très marrant parce que en fait, on était 3 dans le cockpit, puis c'était en 727, et chacun de nous a vu quelque chose de différent. C'est-à-dire, moi, j'ai vu que je perdais ma planche de bord, c'est-à-dire toute ma planche est partie avec les flags. Le copilote a vu que l'EPR numéro 3 tombait à 0, donc pour lui, c'était une panne moteur. Et avec le mécanicien navigant qui savait ce qui s'était passé, c'était qu'en fait, on avait perdu l'alternateur numéro 3, sur lequel la bus essentielle, comme le Hajj le sait bien, essentiel sur le 727, l'essentiel était connecté sur le 3, donc quand on a perdu l'alternateur numéro Absolument. 3, on a perdu l'essentiel et donc tout ce qui allait avec. Mais ça s'est passé, on a perdu ça aux alentours de 80 nœuds, donc sans aucun problème, c'était un arrêt gentil, sans trop de problèmes. Voilà. Ouais. Lounis, switch on your mic, Lounis. Lounis. Moi, je l'ai eu une fois. J'étais copie. C'était Captain Connolly, le cantal JB. C'est lui qui disait toujours OK et il faisait le thumb up. Mac Crawford. Mac C'était Mac Crawford. OK. le Connolly. Crawford. Sahid, voilà, le maigrichon, là, toujours OK, thumb up. J'étais copie, on faisait coucher au rang, et de nuit, celui de nuit à 20h, Alger au rang. Et c'était la 09, je me rappelle, mais c'était pas à grande vitesse, hein. Du coup, vers 90 nœuds, on a eu un pompage, un compressor stall. Et voilà, on est retourné au parking. Bon, c'était gentil. Et c'était un sachet plastique que les gens, le personnel du catering a jeté Hagdak et que le réacteur a avalé. Ben, on est arrivé, ils ont enlevé le sachet, on est reparti. Pour te dire. Les FOD, Foreign Object Debris. Lounis, vas-y. Allô, salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes commandements. Est-ce que je peux attacher la ceinture avant que je fasse mes questions? Que je prépare mes questions. Ah, vas-y. Bon, la première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir commandant de bord et pourquoi avoir choisi l'Airbus A330? Non, d'abord, je vais te répondre tout de suite pour le 330. Tu commences pas directement par 330, sauf quand, encore une fois, dans des compagnies bien précises. À Air Algérie, d'abord, ce qui nous a motivé d'être commandant de bord, ce qui nous a motivé, c'est d'être pilote. Parce que depuis le jeune âge, on a pratiquement, même JP, même Hajj, Saad, qui est Khadour, sous pseudo, on a fait de l'aéroclub, on a évolué dans un aéroclub pendant qu'on faisait des études. Ensuite, on a voulu faire ce métier. On est passé par des tests au niveau, quand on a eu la chance d'être pris par une compagnie pour être en sélection. Donc, on a été envoyé par cette compagnie. On a fait notre carrière avec cette compagnie. Après être sorti de l'école, faire des qualifications de type de l'avion de base jusqu'à passer copilote, j'ai commandant de bord pour arriver en fin de course, commandant de bord 330, instructeur examinateur et sortir à la retraite. Pareil pour JB, qui a fait son cursus aussi, de bout en bout, jusqu'à ce qu'il sorte à la retraite. Pareil pour Khadour, sous pseudo Khadour, qui a fait ça et qui est sorti commandant de bord. Maintenant, c'est un choix. Alors, quand on nous a posé la première question psychotechnique, pourquoi choisir ça, le psycho qui nous a posé la question, je lui dis, moi j'aime bien la tenue, on était jeunes, tu vois. Il dit, oui, même dans la marine, on a trop belle. Bon, c'est vrai, c'est pas ça. En fait, c'était pas ça, parce que on a aimé faire ça, et on a réussi à le faire, on a eu la santé pour le faire, les compétences pour le faire, jusqu'à ce qu'on sorte à la retraite. Voilà ma motivation personnelle. Merci pour la question. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez partager une anecdote ou un moment marquant de votre carrière en tant que commandant de bord? Si on Des fois, les anecdotes...
Si on devient Oui, ça nous fait plaisir. Oui. non, avec ce mois de tqar'ij. Donc il faudrait que j'ouvre un autre live d'anecdotes pour la tqar'ijation. اسمح لي Mala, pour les questions. J'ai cru que les questions sont ouvertes. Attends, je vais te dire. Je vais te dire une anecdote parce que le gars, il est là. Il s'appelle. On l'appelle Beribou. Ils sont partis. X raisons pendant la carrière, faire carrière ailleurs. Ensuite, ils sont revenus pour faire un refresh, ce qu'on appelle un refresh, rafraîchir un petit peu les vols sur un avion bien précis qui était le 37-200 pour aller travailler en Libye, chez Bourak El-Ouhiz. Et il se trouvait que moi, j'ai travaillé en tant que copilote avec ce gars-là, qui était commandant de bord, chevronné, ceci dit. Et quand il est revenu pour le Liban, c'était déjà sur cet avion. Il parle de moi, Kadour. Je parle de toi, oui. Je parle de toi. Et il y avait il y avait à peu près 6 ou 7. Il y avait Tapala Lecheta, il y avait Belebour, il y avait comment il s'appelle bon, il y avait quelques-uns pour le refresh. Jouda, Berrabah, Hamad. Jouda et tout. Et quand c'était son tour à lui, il était à gauche, bien sûr, c'était un refresh commandant, moi j'étais à droite. Vous te laissez, je comment il est. À droite, et je ne vais pas te donner le papier. Et les accords, ça, il a jamais la banni. Et moi, j'avais déjà préparé, parce que c'était un refresh. Quand je lui ai donné, il m'a insulté ma race comme personne ne me l'a insulté. تدويشة عطاك تدويشة. Allez, تدويشة. Voilà, c'est une. Monsieur le co. Moi, ce qui m'était arrivé une fois, on était en vol local d'entraînement pour un commandant de bord. Donc, j'étais en place droite, en 727, le commandant de bord à gauche et le mécanicien navigant derrière. Et puis, à un moment, on simule des pannes de moteur, c'est-à-dire qu'on réduit un moteur. Mais on garde le moteur au ralenti. Quand on est en vol réel, comme ça, en entraînement, on ne coupe pas réellement le moteur. Et alors, je coupe le moteur numéro 3, je me souviens, et aussi sec, le commandant qui était à gauche en entraînement, il coupe carrément le moteur, il coupe le start lever, et il coupe. Il y a le mécanicien derrière, mécanicien navigant derrière, il est monté au plafond. Ah, arrête, attends. Après, procédure de redémarrage et tout. Mais le gars, il nous a surpris. Hein. Je réduis le moteur, lui aussi sait qu'il le coupe. Terminé. Alors, sans parler des choses, il y a eu des blagues. Bon, il y en a eu, mais bon, des trucs, il y a des anecdotes qui sont crades, bien sûr. Il y avait une sorte de bisuitage, mais tout en faisant notre métier, bien sûr. On est là pour en parler. On est là pour le partage. On est là pour partager avec vous ce qu'on a vécu, ce que les gens veulent vivre encore. Et voilà le but de ce live. Kadour, toujours pseudo, on ne les aime pas appeler Kadour, parce que Kadour, ça me rappelle quelqu'un aussi. Eh ben justement, j'attends, jusqu'à aujourd'hui, j'ai attendu que tu me poses la question, pourquoi Kadour? Personne ne me l'a posé. C'est un hommage à notre ami Kadour Boussena. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai dit. Toutes les conneries que j'ai faites avec lui, pendant toute la carrière. Et tu as dû en faire, Et beaucoup, surtout avec lui, et en hommage à Boussena. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce gars. Voilà, Lounis, c'est bon. Lounis. اسمح لي لك تقرا جي بوكو دو كيسيون انا سي با مون دومين مي كيما يقول لك الفضول هو الذي يبعثني حتى اتساءل هذه الاسئله اسمح لي انا سو كوميرسون اذا كان جو دي دي كيسيون كي سون مال بلاسي ولا كي سون با ا لور بلاس il faut pas m'en vouloir اسمح لي باسكو حنايا ميرسي اسمع الله ينورك اسمع هو يقول لك سي با فاسيل داتر سامبل يقول لك سي با فاسيل داتر سامبل C'est difficile de faire simple. C'est très compliqué de faire simple, très compliqué. Mais toi, tu avais dit, je pose une question, tu as dit la dernière question. Et là, tu en as beaucoup à poser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais tu as stimulé d'autres questions. Asma, c'est un apéritif, c'est-à-dire la façon dont tu réponds,
عجبتني بالبزاف دونك ça m'entraîne à poser beaucoup de questions je sais pas ce que d'autres عندهم d'autres questions مانيش la première fois ندخل في اللايف نهضر مع un commandant un commandant mais c'est un grand plaisir attention انا j'imagine le moral اللي عنده notamment quand il raconte des expériences ou de prendre des décisions critiques et très peu de temps pour assurer la sécurité des passagers des fois on a laps de temps le commandant de bord c'est comme un jeu في السيميلاتور في لي زافيون لو كان ما تكونش عندك من سيرتان استراتيجي ميكرو بروسيسور تاع المخ تاعك يديباس لورديناتور دي فوا لازم qui fréquente دونك tu vois c'est pas facile تلعب بوكر يبان تلعب بوكر en tant que commerçant non oui c'est commerçant moi تلعب بوكر tu joues au poker ماهوش بوكر لا حاشا سيدي ما نعرفش كاع انا جو سي دراغي مي كليون باش يشرو برك ودي فوا جو دراغ لي جون باش نبوزيهم لي كيسيون بور ابروند c'est pareil j'allais dire Lounis si tu permets hein, si ça te dérange pas on laisse si tu as des trucs tu t'abonnes tu mets follow tu fais follow truc follow à JB follow à Kadour oui je suis déjà abonné et donc voilà. Et d'accord, oui. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va arriver, je vais répondre à une question ici, moi, d'un imposteur. Déjà, sans imposture de ma part. D'accord. Je peux parler, Denis? Oui, merci pour ta compréhension. Il y a un lot de questions, donc je n'ai pas voulu monopoliser la parole. Et des fois, quand il y a un sujet nouveau comme ça, devant un commandant de والله تحس روحك باللي tu plans dans les 7 cieux. C'est un plaisir. أول مرة. On a confronté à des médecins ou des commerçants ou c'est un grand plaisir. والله notamment quand c'est un Algérien. Parce qu'Allah يجمع بين العلم والتواضع. Ça peut prêter à confusion. Heureusement qu'il n'y a pas notre ami avec nous parce que ce qu'on envoie au 7e ciel, c'est pas avec des questions d'aviation. Carton jaune. Non, mais c'est une métaphore. Là, juste une métaphore. Juste pour te faire sentir comment je sens devant un commandant. Non, quand même. C'est un grand plaisir, merci. Vas-y, pose une autre question si tu veux. Ah, d'accord, oui. Ce qui m'intrigue le plus, des fois quand tu prends une décision, c'est-à-dire comment tu gères le stress, comment gérer le stress et la pression, c'est-à-dire qui affecte la prise de décision dans des situations critiques. L'insan, comment il les gère personnellement? Sincèrement, dans le temps, peut-être un pompier يقدر, ولكن dans un avion avec le nombre de passagers qui dépasse les centaines, attention, c'est une grande responsabilité. Okay, sincèrement. Mets ton micro sur off, j'y mets pas. Mets ton micro sur mute. Je vais pas te répondre. Alors, Lounis, moi je vais vous dire une chose. Je vous invite à regarder une vidéo sur le stress. J'ai fait une vidéo sur le stress. Le stress, tel que les gens le voient, c'est pas du tout ce qu'on ressent dans un avion. C'est pas du tout cette logique. Le stress, il provient de l'évaluation que l'on fait de notre capacité à gérer la situation, oui ou non. Sauf que, nous sommes entraînés, par définition, en tant que pilote, nous sommes entraînés à gérer les situations auxquelles nous devons faire face dans l'avion. Une panne moteur, un feu réacteur, une évacuation de passagers, etc. etc. Nous avons non seulement la connaissance de la procédure, mais nous avons également l'expérience de cette procédure, puisque nous la faisons au simulateur, etc., etc. Et éventuellement, on peut avoir également l'expérience de l'avoir vécu en vol réel. Personnellement, par exemple, j'ai perdu 5 moteurs, j'ai eu 5 pannes moteurs dans ma carrière. Donc vous êtes bien d'accord avec moi que à la 5e panne moteur, vous êtes d'accord avec moi que j'avais une certaine expérience de la panne des moteurs, d'un moteur, très bien. Eh bien, à partir du moment où on sait exactement quoi faire, le niveau de stress que l'on génère est tout à fait commun. Je veux dire, on n'est pas du tout dans la panique, au contraire. Il ne faudrait pas justement qu'on soit dans la panique. On est certes concentré,
mais on n'est pas du tout stressé comme on pourrait l'imaginer si on devait faire face à une situation pour laquelle on n'a pas été préparé. Or, toute notre formation et tout notre entraînement récurrent, etc., nous amène à savoir exactement quoi faire pour toutes les situations que l'avionneur, que le constructeur de l'avion a prévues. Donc, il n'y a aucun problème. On a un petit stress qui augmente notre performance, mais sans que pour autant on soit du tout en surcharge. D'autre part, vous dites qu'on met les passagers derrière. Je vais vous dire, en cas de problème, on ne pense absolument pas aux passagers. Nous pensons essentiellement à sauver le cockpit. Si on sauve le cockpit, tout le reste va suivre. Parce que justement, si nous mettions dans notre tête que nous avons des centaines de passagers derrière dont la vie dépend de nos actions, ça risquerait cette fois-ci d'impliquer un stress émotionnel, une émotion qui ne serait pas valable, qui serait éventuellement négative pour notre performance. Donc ça, on le met de côté. On intègre la présence des passagers que lorsque l'on est obligé de les intégrer. Par exemple, quand on est obligé de faire une évacuation de passagers, oui, là, on met les passagers. Et croyez-moi, j'ai fait une évacuation une fois. C'est la seule fois où j'ai eu une appréhension dans un avion. Parce que quand vous lancez les passagers dans les toboggans, c'est pas facile. Vous savez pas du tout comment ça va se terminer. Voilà. Lounis, c'est bon? Merci. Merci beaucoup pour cette. Ah, merci, Haïla. Surtout le point que je ne pense pas aux passagers, parce que ça va augmenter le taux de. Enfin, la pression, ça va augmenter. Donc il va se focaliser sur un point bien précis. C'est-à-dire هذه اللي عجبتني فيها. Donc ça sous-entend باللي كاينه une formation spécifique. Peut-être que vous suivez à gérer les aspects psychologiques d'une crise. Absolument, nous sommes formés pour ça. Nous faisons des cours de facteurs humains, justement, ce qu'on appelle facteurs humains, on appelle également le CRM, Cockpit Resource Management. On est formé à ça et on fait ça à longueur de temps, à longueur de séances de simulateurs, etc. Donc on est spécifiquement formé à ça, il n'y a aucun problème. Merci Lounis. Est-ce que là, كاينه une dernière question والله غير عجبتني la réponse تاع. Est-ce que le chat GPT, c'est-à-dire l'intelligence artificielle ici, l'intervention تاعها elle est vraiment nécessaire enfin في la guidance تاعكم le gouvernement. GPT n'a rien à Parce voir. qu'actuellement elle a révolutionné tout. Rien à voir. ChatGPT est un moteur qui englobe C'est un moteur de recherche. Oui. update jusqu'à 2022-2023, c'est-à-dire merci. Oui, exact. L'intelligence artificielle. Elle ne peut pas soutenir le pilotage. Lounis, tu mutes ton micro, s'il te plaît. Oui, je comprends, oui, oui. Le micro t'interaction off, parce que voilà, merci. L'intelligence artificielle ne peut pas suppléer à l'être humain. Maintenant, ils vont arriver un jour peut-être à faire des avions sans pilote, comme il y a des trams sans pilote, il y a des taxis sans pilote, ou des avions taxis sans pilote, c'est des drones. Bon. Mais ça, ensuite, il va falloir faire de l'acceptation pour prendre ces avions-là, pour prendre ces trucs. C'est pas demain la veille que ça va se faire. C'est pas demain la veille. Moi, je te le dis, c'est impossible parce que l'être humain, il est encore conditionné à du palpable. Et stress faisant et peur faisant, il ne pourra pas accepter un truc comme ça tout de suite. Mais ChatGPT, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle. C'est pas elle. Si tu veux parler des automatismes, ça n'a rien à voir avec ChatGPT. Les automatismes dans un avion, c'est un matériel, c'est un concept électronique qui interagit en fonction des données informatiques, bien sûr, et qui interagit avec l'avion, les commandes thermo-électriques ou là, les commandes de trucs, la répartition d'hydraulique, la répartition de l'huile, le moteur, les démarrages des moteurs, etc., etc. Oui, ça c'est de l'automatisme, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tu vas pas lui faire comme ça et il va démarrer tout seul et il va marcher tout seul, il va voler tout seul et tout. Non, il faut l'intervention de l'humain avec des procédures, bien sûr, pour la mise en route,
pour le roulage, pour le décollage, pour le retour, pour les approches, pour les escapes, pour éviter, pour ceci, pour cela. Voilà. Lounis, merci beaucoup. On va passer chez Wahed Ganna. Wahed Ganna, je suis un très grand pilote, Melirox, on va lui parler un peu. Lounis, c'est bon? Ça y est, on peut passer. Allez, bonjour. Merci Lounis. Hein. Ouais, bonjour. Voilà, tu es un très grand pilote, là, Ben. Ben, tu es un très grand pilote, Ben. Juste à la façon de dire bonjour, Ben, tu es un très très grand pilote. اسمعك واش يجيك من شخاك سي شخاك qui est venu C'est normal, c'est normal. Shrek, Shrek. Concernant le pompage réacteur en vol, Oui. ça peut arriver. Bon, un pompage réacteur, en général, on parle de ça bon, sur les pistes. Bon, on amasse des saletés, et puis voilà, bon, il y a un pompage réacteur. Mais en vol. Il n'y a pas que les saletés. Les saletés viennent de quelque chose. Ça peut être aussi, par exemple, des ailettes qui vrillent à cause d'un petit impact, un problème au niveau du compresseur, des injecteurs de trucs de carburant. Donc, quand un réacteur pompe, il y a une checklist pour ça. C'est de réduire jusqu'à réduire. Bon, pas si ça commence à vibrer encore, ça dépend. Et ben, il faut le couper. Sinon, il va aller vers la désintégration. Si, par exemple, il a une détérioration interne. Moi, j'ai eu un pompage réacteur. J'ai eu un sévère damage. Ensuite, le deuxième réacteur commençait à pomper. Alors, imagine un moteur out et deuxième réacteur qui pompait en vente arrière. Alors là, ça masse. Et tu peux rien faire. Il faut continuer avec. Enfin, se poser. On était en vente arrière, donc c'est juste pour se poser. Et on s'était posé. Et à l'arrêt, ben, c'était dû justement aux ailettes. Le réacteur, là, il était out. L'autre, il commençait à un truc parce que les ailettes se déformaient avec la température. Et ces ailettes-là. Vous m'avez raconté que ces ailettes-là étaient fabriquées en Égypte ou un truc comme ça, c'est ça? En Jordanie. Et après, ils ont décidé d'envoyer les ailettes chez le professionnel qui était en Belgique. Ce qu'on appelle une rectification d'ailettes. Parce que les ailettes, quand vous les voyez, après, quand ils prennent de l'usure, ils les rectifient. C'est comme si, par exemple, tu prends un couteau et tu le rends saillant, quoi. Tu l'aiguises. Oui, Farid, j'ai un collègue Qataria 330, au niveau 330, il a eu un pompage. À 33 000 pieds, il a eu un pompage, il a réduit. C'est parti, il a changé de niveau. Il est rentré avec moteur réduit. Mais ça peut arriver. Merci pour vos réponses. Si Merci. je vous montrer une ailette, j'en ai une là, je vais vous la montrer tout de suite. Je l'ai devant moi. Attendez, je m'assois et je enlève ma facha et je vous montre l'ailette. Si j'arrive. Attendez. Il faut que j'inverse la vidéo, non? Ah ben voilà, peut-être vous la voyez. Tu approches. Voilà. Tu restes comme ça. Ça, c'est une ailette. Voilà. On dirait une hache, une machette. لا انا رازور هاي Voilà. Ça, c'est une ailette. C'est une ailette de compresseur d'un Pratt & Whitney JT8D17 Alpha. Voilà. Alors, pour clore à ce live, je vais répondre à un posteur qui a posé une question et je lui dirai, sans imposture de ma part, j'ai terminé ma carrière à 17 000 heures de vol et autant au simulateur, c'est-à-dire à peu près 16 et quelques mille heures de simu. Voilà. Et c'est-à-dire quand je dis 17 000, c'est 17 000 purs. Autant pour JB, je suis sûr que c'était pur ce qu'il avait fait. Il y a 2 ans. On se reconnaît tous. 16 000 heures. 16 000 heures, et puis je ne sais pas combien d'heures de simu, mais pas mal d'heures de simu aussi. Messieurs, bon, il n'y a pas Mourad, donc je ne peux pas dire messieurs, dames. اسمعك sur cette info fracassante. Merci Farid, merci Berigo, merci JB, à jeudi. Bonsoir à tous. À Salut tout le jeudi, monde. Inch'Allah. Salut tout le monde.
À jeudi, Sarah. Salut, salut, salut. Merci.